C'est ce que nous allons voir dans notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir Karine de Menonville. Bonsoir Yves. C'est le gouvernement de Manuel Valls qui a créé les premiers centres de déradicalisation en France. Oui, c'était tout simplement pour répondre au traumatisme des attentats de 2015. En 2016, Manuel Valls annonce la création de ce qui s'appelle à l'époque les centres de prévention et d'insertion citoyenne. Très rapidement, on va les rebaptiser centres de déradicalisation. Il en promet 13, c'est-à-dire un dans chaque région d'ici fin 2017. Dans les faits, très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il y aura un seul centre, celui-là. Il va ouvrir en septembre 2016 dans la commune de Beaumont-en-Véron, c'est dans l'Indre-et-Loire. Il devait accueillir jusqu'à 25 pensionnaires. Il y en aura au maximum 9 et il fermera ses portes au bout de 10 mois, en juillet 2017, moins d'un an après son ouverture, et aucun autre centre n'ouvrira. Pourquoi? Quelle est la raison de l'échec? La principale, c'est le profil, c'est-à-dire il fallait des jeunes entre 18 et 30 ans qui soient, je cite, en voie de radicalisation, encore faut-il le définir, pas condamnés, pas fiché S, pas assigné à résidence et, cerise sur le gâteau, il fallait qu'il soit volontaire. Beaucoup d'approximations, donc tout cela a été résumé par la sénatrice Esther Benassa dans un rapport de 2017 où elle d'ailleurs demandait la fermeture de ce centre. Elle a déclaré après les attentats de 2015, il fallait faire quelque chose, mais comme on est allé trop vite, eh bien on est tombé dans le bricolage. Merci beaucoup Karine de Menonville. Bonsoir Olivier Chasson, merci beaucoup de nous rejoindre par Skype. Vous dirigez l'association CAFIC pour la protection de l'enfance. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ces affaires de déradicalisation et de maisons mises en place? Simplement, ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'il n'y a pas eu un accord au niveau national avec la prescription de tous les préfets. Certains préfets ont joué le jeu, et je l'en remercie encore aujourd'hui, parce que les jeunes, on les a accompagnés et réinsérés. Ils n'ont pas posé d'actes sur le territoire, répréhensibles ou autres. Mais d'autres préfets n'ont pas joué. Excusez-moi, je vous interromps. Vous les avez accompagnés et réinsérés. Donc là, vous êtes en train de nous dire que ça a marché, cette histoire. Mais oui, moi j'entends depuis des années, mais on ne nous a jamais donné la parole aussi, de venir s'exprimer sur ce projet-là. Bien sûr que ça a fonctionné. Bien sûr que, certes, comme vous annoncez, il y a 9 jeunes au maximum qui ont intégré le centre, mais ces 9 jeunes, on les a accompagnés, ils ont été réinsérés dans la société, ils sont partis en formation et la plupart travaillent aujourd'hui sur des CDD et des CDI. Oui, ça a fonctionné, sauf qu'on ne nous a pas donné la possibilité de nous exprimer plus longtemps. On était parti sur 5 années d'expérimentation. Oui. Il s'est avéré qu'on était sur une période pas facile pour nous, c'était une transition sur la dernière année d'élection. Le basculement s'est fait où Emmanuel Macron prend le pouvoir, la décision est faite d'arrêter le centre. Mais s'ils en étaient restés sur le gouvernement Hollande et Valls, le centre aurait resté et serait resté ouvert encore plusieurs années, et peut-être même 5 ans. J'avais envie de vous dire qu'on s'en fout qu'il n'y en ait eu que 9, si ça a marché et que ça a fonctionné, cette histoire. Vous en avez été vous aussi? Oui, absolument. C'était une bonne initiative? Pourquoi écoutez, on tombe tout le temps dessus en disant que c'est un échec et que ça n'a pas marché? C'est-à-dire que, comme l'a dit justement Olivier Chasson, il y a eu toute une série de choses mises en place sur place. Les bénéficiaires sont partis un petit peu avant la fin, ce qui a conduit Olivier Chasson effectivement à leur permettre de se réinsérer, mais peut-être pas par le biais qu'on avait imaginé tout de suite, mais ça a fonctionné quand même. Et le problème, c'est que ça devait être un centre expérimental avec plusieurs axes de programmation qui devaient être expérimentés pour être ensuite remaniés, reconduits au fur et à mesure du temps. Et lors de la période des élections, en effet, le centre a fermé plutôt que de tenir compte de ce qu'il aurait fallu remanier, et ça aurait pu effectivement continuer. Donc vous nous dites, cette expérience a été concluante pour les 9 jeunes dont nous parlons, mais on a quand même interrompu son devenir. Alors, il y a eu des difficultés, et j'aimerais insister sur la question de l'insertion, parce qu'on en parlait quand même beaucoup, des échecs d'insertion et de la délinquance qui poussent certains jeunes dans la radicalisation, qui amènent certains jeunes à se radicaliser. Là, le projet central, c'était quand même de leur permettre de se réinsérer. On a parlé du volontariat, là, tout à l'heure. Ils étaient effectivement volontaires sur la base d'un projet d'insertion. Donc, pour ça, il s'agit effectivement de donner des moyens, de travailler avec les collectivités locales, etc. Ça veut dire quoi un projet d'insertion? Leur trouver un boulot à la sortie? De se réintégrer dans la société, de ne plus penser que par exemple la charia est supérieure aux lois de la République, c'est-à-dire s'intégrer et puis renouer avec sa famille, se projeter dans l'avenir avec les autres, au sein d'un collectif, en fait, faire collectif.
Et donc ça c'était le but, et c'était un petit peu difficile effectivement de mettre en place des activités, mais le projet d'insertion a quand même été fait grâce à Olivier Chasson à la fin. Olivier Chasson, je me tourne de nouveau vers vous. Sur le papier, c'était une très bonne idée, mais on est allé trop vite et on est tombé dans le bricolage, a dit la sénatrice Benbassa. Est-ce qu'elle a tort? Et est-ce que ça vous choque qu'on parle comme ça du travail que vous avez fait à l'époque? Alors, il n'y a pas que mon travail, parce que nous étions toute une équipe à travailler quand même. Je n'étais pas le seul. Mais oui, ça me choque, parce que Esther Benbassa, ça fait 5-6 ans que j'attends qu'on échange tous les deux sur un plateau quand même. Et elle refuse chaque fois. Elle est venue 2 heures au centre. Moi, je ne vois pas où elle a la possibilité et les facultés de dire que le centre était une gabegie, telle qu'elle l'a dit dans le rapport Benbassa. Parce qu'ils sont venus à deux. Il y avait Madame Troendel et Madame Esther Benbassa. Madame Troendel, à aucun cas, elle a fait un rapport et elle a été très courtoise lors de la rencontre. Et j'ai jamais entendu parler d'elle après. Mais vous avez vous aussi, pardonnez-moi, je vous interromps. Alors, si on peut vous réunir avec Esther Benbassa, je peux vous dire qu'on le fera avec grand plaisir sur BFM TV. Mais vous avez vous-même utilisé ce terme de démission collective. Il s'appliquait à quoi et que vouliez-vous signifier? Il n'y a pas eu de démission. Les démissions collectives, c'est que les salariés, il a fallu qu'ils partent, donc il y a eu une démission collective. Mais les jeunes, même quand il y a eu une décision qui a été actée en février 2017 à la préfecture de Tours avec le préfet Lefranc et que tout le monde était là de Paris aussi, la décision était de me dire il faut fermer le centre, mais je devais mentir aux salariés et pendant 8 mois, il a fallu que je leur dise que le centre, il allait perdurer encore jusqu'à fin juillet 2017. Les jeunes, on m'a demandé de sortir les jeunes, mais les jeunes ne voulaient pas. Et même encore aujourd'hui, il y en a quelques-uns avec qui je suis en contact qui travaillent. Et si on avait continué le centre ou refait un nouveau centre derrière, ils seraient revenus. Il y avait une véritable nécessité. Donc vous nous dites, on a un savoir-faire non abouti, mais un savoir-faire en la matière et il mérite de revivre d'une façon ou d'une autre. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord autour de ce plateau. Je voudrais Oui. dire un mot. Non, mais parce qu'il y a quand même aussi le contexte politique créé par les attentats à l'époque. Oui, et on bien voit sûr. quand même, à mon avis, une fuite en avant des autorités. Je suis désolée, je suis en partie d'accord avec ce que dit monsieur, qui vont multiplier les dispositifs expérimentaux, les mesures, les centres. Comme je l'ai dit, on est dans une pleine confusion terminologique. Donc, on a radicalisation, déradicalisation, désengagement. Enfin, excusez-moi, je raisonne de mon point de vue universitaire. On ne peut pas en vouloir, c'est vrai, à des personnes à qui on promet une expérimentation, un dispositif sur 5 ans et c'est ramené à 1 an d'avoir échoué. Enfin, je veux dire. On est d'accord. Donc il y a quand même une responsabilité politique aussi dans tout ce qui se passe actuellement. Jean-Rémy Girard, que fait-on de ces adolescents radicalisés que Gabriel Attal dit vouloir sortir de vos établissements, de nos établissements scolaires? On les envoie où et avec qui? Actuellement, sauf s'il y a des décisions de justice qui iraient par exemple jusqu'à la prison, actuellement on les envoie dans un autre collège ou dans un autre lycée puisque la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans et que de 16 à 18 ans on a de toute façon une obligation légale de trouver une solution. Ils seront aussi dangereux donc ça n'a aucun intérêt. Oui, en fait c'est le problème des multi-exclus, ce qu'on appelle les multi-exclus, c'est-à-dire ces élèves qui sont pas si nombreux que ça, mais qu'on se file telle une patate chaude d'établissement en établissement jusqu'à ce qu'il y en ait un qui le garde jusqu'au bout. En fait, ils ne sont pris en charge que s'il y a une décision de justice. C'est ça ce qui oui, mais même l'éducation nationale ne peut rien en fait. Si vous êtes considéré comme radicalisé, vous pouvez aussi l'être jusqu'à la détention, puisqu'il y a 462 détenus radicalisés. Donc en fait, le problème de la prise en charge des gens qui sont radicalisés se pose partout, depuis l'école jusqu'à la prison, si on considère qu'il y a un chemin judiciaire qui passe par votre condamnation. Donc de toute façon, la question de comment est-ce que vous ramenez à des comportements moins violents des gens qui peuvent être extrêmement violents jusqu'au passage à l'acte terroriste se pose partout. Et pour l'heure, personne n'a trouvé la réponse. Alors on dit maintenant et on n'a aucune structure. Mais parce que en réalité, la radicalisation, c'est une posture de l'esprit. Donc comme on ne sonde pas les cœurs et les reins, si je viens de vous dire je suis radicalisé, puis la minute d'après je le suis plus, comment vous pouvez le savoir? Ce qui compte, c'est pas tellement ce que vous pensez, c'est ce que vous faites. Donc en fait, est-ce que vous êtes violent? Est-ce que vous n'êtes pas violent? Et est-ce que vous présentez un risque de passage à l'acte violent ou non? Et ça, cette question-là, elle se pose pour les élèves scolarisés, qui sont pour certains dans le fichier dont on a parlé tout à l'heure, suivi par les services de renseignement, et elle se pose aussi jusqu'à la détention. Parce que quand on vous dit qu'il y a quand même 462 détenus qui sont rentrés pour des faits de droit commun et qui se sont radicalisés en détention, c'est aussi un problème. Et la question du désengagement, en fait, de faire baisser le niveau de violence chez eux aussi se pose, puisqu'il y a quand même un moment, si vous rentrez en détention, où vous finissez par en sortir. Marianne Agrippinet. Oui, je voulais revenir sur la question des exclusions, parce qu'il faut quand même rappeler que les exclusions sont très encadrées par la loi. On ne fait pas n'importe quoi en termes d'exclusion. L'exclusion, la loi prévoit un délai, une procédure contradictoire, la possibilité d'un recours de la famille. Donc c'est quand même une mesure assez lourde, assez compliquée. Ça
viennent pas en attente du conseil de discipline. Néanmoins, ça doit respecter toutes les règles du droit et effectivement le principe du contradictoire, la possibilité de faire un recours. On a des avocats qui viennent en conseil de discipline aujourd'hui. Les familles prennent des avocats en conseil de discipline et s'il y a le moindre foirage dans la procédure du conseil de discipline, c'est une catastrophe d'ailleurs. Mariana, je vous ai interrompu. Oui, non, je voulais finir exactement sur ce que vous disiez avec l'idée qu'a évoquée le ministre Gabriel Attal sur le fait que dans les cas les plus graves, c'est-à-dire menace de mort et apologie du terrorisme, il y a effectivement cette possibilité d'avoir une exclusion à titre conservatoire et donc on passe outre le conseil. On n'attend pas la décision du conseil de discipline pour prononcer l'exclusion de l'élève en question. En fait, on l'exclut en attendant que le conseil de discipline ait lieu et qu'il prenne peut-être, généralement il la prend, la décision d'exclusion définitive. Oui. Voilà ce que nous pouvons vous dire ce soir sur la situation de ces ados qui inquiètent et que vous avez en charge à longueur d'année, je le rappelle, même si les chiffres restent une curiosité sur laquelle nous n'avons pas de réponse.